Et salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour Actu, série où l'on couvre l'actualité du MotoGP. J'espère que dans l'ensemble vous allez bien malgré ces grosses chaleurs. Là on commence vraiment à souffrir et surtout que vous ne vous ennuyez pas trop malgré cette pause d'intersaison du MotoGP. On veut nos grands prix, on veut l'Angleterre, le retour du MotoGP en général. Ça manque, mais bon, on a quand même les petites vidéos d'actualité sur la chaîne qui nous permettent de passer un petit peu le temps et j'espère que dans l'ensemble, bien sûr, ça vous plaît. Et voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, on est directement parti. Et pour commencer, j'avais envie tout d'abord de vous parler des propos de Paolo Cebatti, le directeur sportif de Ducati, qui a analysé un petit peu cette première partie de saison. Alors il a analysé bien sûr Ducati, mais aussi les autres constructeurs comme KTM, Aprilia. Et il nous apprend aussi en général des choses très intéressantes. Bref, je ne veux pas plus tourner autour du pot, on va se lire ce qu'il a dit et ensuite je reviens là-dessus. Et il commence tout d'abord en parlant assez rapidement de KTM et d'Aprilia en disant « On sait que KTM a fait un bon travail, oui, mais surtout, certains de nos anciens ingénieurs travaillent pour KTM maintenant et on en voit les résultats. Je suis un peu surpris qu'Aprilia n'ait pas accompli ce qui était attendu en termes de performance. J'espère qu'ils seront là rapidement. » Alors on a encore des déclarations de Paolo Cebatti, là où il parle bien sûr de sa marque, de Ducati, mais tout d'abord je voulais me concentrer sur ce qu'il a déjà dit. Tout d'abord déjà par rapport à Aprilia et KTM. Très intéressant de voir ses propos sur KTM et on en avait déjà parlé sur la chaîne, peut-être que vous avez raté ça, mais oui, KTM a fait vraiment un investissement assez majeur en MotoGP et on est allé chercher aujourd'hui les meilleurs ingénieurs qui sont dans cette catégorie et ils étaient bien sûr chez Ducati. Ducati qui a presque une dream team d'ingénieurs, je pense qu'on peut le dire comme ça, et KTM avec l'investissement qu'ils ont fait, ils ont été aussi intelligents, ils ont bien compris qu'aujourd'hui les ingénieurs étaient aussi une pierre totalement cruciale à cette montagne que représente le MotoGP. On a donc travaillé très fort, on a pris les meilleurs ingénieurs du monde, on a apporté une très bonne moto, on a à côté des très bons pilotes, et paf, on a un projet qui est gagnant en MotoGP, en tout cas un projet qui fonctionne très bien, parce que je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, la KTM est la deuxième meilleure moto de ce plateau. Et dans une autre moindre mesure, on a quand même Aprilia. Alors il faut savoir aussi qu'Aprilia investit énormément en MotoGP, on a eu des rumeurs, et il faudra voir si ça va réellement se concrétiser, mais apparemment Aprilia va signer un partenariat pour l'avenir en MotoGP avec une marque dans l'aérospatial pour travailler sur l'aéro et ce genre de choses. Donc vous imaginez bien qu'on a encore des investissements qui sont massifs. Alors on parle de Ducati, on parle de KTM, mais c'est aussi le cas d'Aprilia. Mais il faut bien l'avouer, c'est vraiment dommage. On sent qu'aujourd'hui, Aprilia est moins bien. On l'a vu avec les déclarations des pilotes. C'est une moto qui est capable de gagner. C'est une moto qui est capable de rouler extrêmement fort. Mais c'est une moto qui est capable de faire ça quand elle est devant. Et dès qu'on est en bagarre, on a beaucoup plus de difficultés. Et ça rappelle quand même la situation d'un Fabio Quartararo en 2021. Dans son année où il est champion du monde, on sentait dans la deuxième partie de saison que ça commençait à être plus difficile. Et surtout lors de la saison 2022, on a beaucoup critiqué cette moto, mais sur le papier, lors de ces deux saisons, la Yamaha restait comme une moto qui te permettait de gagner des courses. Mais après, quand on a commencé à se retrouver derrière, on avait du mal à dépasser, on a eu des problèmes avec la pression de pneus, tout ce genre de choses. On ne va pas revenir spécialement là-dedans, mais voilà, vous vous rendez compte qu'il y a eu des gros problèmes aussi à l'époque sur cette Yamaha, et aujourd'hui, ce genre de souci apparaît sur cette Aprilia. On a une moto qui est performante, une moto qui permet sûrement aux pilotes d'aller chercher de très beaux résultats, mais on n'arrive pas à doubler. Et quand tu rates un peu tes qualifications ou que surtout tu n'es pas capable d'être en première ligne ou devant face à l'armada des pilotes Ducati et surtout à la montée en puissance de KTM, on retrouve des courses, des résultats dans l'ensemble qui sont un peu plus en demi-teinte. Et je pense qu'on est un peu tous déçus parce qu'après ce qu'a fait Aprilia en 2022, moi j'espérais vraiment retrouver Aprilia capable de jouer réellement le titre de champion du monde au cours de cette saison. Et pour l'instant, c'est pas réellement le cas. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec cette petite analyse de cette première partie de saison pour les constructeurs européens. Enfin, on va maintenant compléter ça avec du coup les propos de Paolo Cebatti sur Ducati. Alors je parle pas spécialement des constructeurs japonais parce que bon, vous la connaissez, l'analyse des constructeurs japonais, ça ne va pas. La première partie de saison, elle est cata. Bon, je vais pas vous rajouter spécialement quelque chose là-dessus. Allez, on part maintenant pour Ducati. Et le directeur sportif de Ducati dresse tout d'abord un premier bilan. Et il dit « Je n'aime jamais mettre un 10, mais je dirais 9,5 au minimum. Je pense que nous ne pouvons être que satisfaits. Nous menons le championnat avec Pecco, mais nous avons 3 autres pilotes, Bezzecchi, Martin et Zarco. Nous avons décroché le meilleur résultat de notre histoire au Sachsenring avec 5 Ducati.
aux 5 premières places. Et il continue et termine avec le développement en général de cette machine sur ce qu'ils ont fait. Nous avons fait un bon travail avec les ingénieurs pour développer la moto 2023, mais la moto 2022 est super performante. Il y a très peu de différence entre la moto de cette année et celle de l'an dernier. En fait, toutes les équipes et tous les pilotes Ducati peuvent être performants. On a vu presque tous les pilotes se battre pour le podium. On mène largement le championnat des constructeurs, donc ça a été un début de saison vraiment positif et nous espérons pouvoir continuer comme ça. Dans l'ensemble, on va être aussi extrêmement rapide sur l'analyse de cette première partie de saison de Ducati. Ils ont fait presque la saison parfaite. Alors on a eu ces petits contretemps, j'ai envie de dire, avec les mauvais résultats de Pecco quand il a fait ses petites chutes, ses petites erreurs. Ça a fait un petit peu parler, ça a mis un petit peu d'huile sur le feu, comme on dit. Mais dans l'ensemble, cette première partie de saison de Ducati, c'est idyllique. Il y a aussi quand même la blessure d'Enea Bastianini. Bon, tout n'est pas parfait. Rien n'est jamais parfait, rien n'est 20 sur 20 ou 10 sur 10, mais comme le dit très bien Paolo Cebatti, je pense qu'on peut mettre un très bon 9,5 sur 10 pour cette première partie de saison. Et j'ai envie de dire assez largement, Ducati aujourd'hui est le plus fort et aussi largement le plus fort. Ça va pas être facile d'arriver à concrètement les concurrencer dans les prochaines saisons, mais on voit qu'aujourd'hui il y a quand même des projets qui montent. On a parlé d'Aprilia, on parle aussi bien sûr de KTM. J'espère qu'à l'avenir, Ducati ne sera pas le seul principal dominant de cette catégorie, parce que là on voit quand même que dans l'ensemble, il y a Ducati et il y a les autres. Et moi, j'aimerais bien retrouver Honda, Yamaha, KTM, Aprilia, Ducati, tout le monde à la même échelle. Et je veux 25 000 dépassements pendant une course, c'est tout ce que je souhaite. Ouais, bon, je m'enflamme, ça y est, on part. Je pars de ma ligne toute tracée de la vidéo. Mais vous l'avez compris, j'espère qu'on aura quand même à l'avenir un MotoGP qui arrive encore un petit peu plus à passer une étape dans cette concurrence et dans l'homogénéité du plateau, si je peux dire ça comme ça. Allez, pour deuxième sujet, on va techniquement rester dans le giron Ducati vu qu'on va voir les propos du pilote Luca Marini, pilote donc Ducati Muni VR46, qui analyse un petit peu aujourd'hui le MotoGP dans son ensemble. Il parle aussi de son propre plaisir, de comment il voit la saison, comment il entrevoit peut-être aussi un petit peu l'avenir, mais il fait aussi quelques comparaisons avec ce qui se passe aujourd'hui en F1 et je trouve que c'est très intéressant, surtout que je pense que ça fait une bonne première partie à un sujet qui va arriver dans une prochaine vidéo où on reparlera de cette comparaison MotoGP F1. On a vu les propos de Toto Wolff, qui est le patron de Mercedes en F1, qui a globalement critiqué le format actuel du MotoGP, et on a eu ensuite du coup Carlos Ezpeleta, qui est le directeur sportif de la Dorna, qui lui a répondu. Mais bref, on parlera de ça un petit peu après, mais là je trouve que ça faisait bien une première partie à tout ça. Mais bref, on se lit donc dans l'ensemble les propos de Luca Marini. J'aime beaucoup regarder vers l'avenir. La moto est une passion qui grandit chaque année en moi. Tous les ans, je suis toujours plus heureux de venir sur les courses parce que je m'amuse énormément et j'aime vraiment ce travail, qui n'est finalement pas un vrai travail. C'est un sport, une passion, un jeu qui s'est mué en travail et il me plaît de plus en plus chaque année. Malheureusement, les motos du passé ne m'ont jamais passionné, ça ne m'a jamais tellement plu. Je n'ai jamais été un grand passionné d'histoire de la moto. J'aime regarder le progrès, essayer de voir comment les motos deviendront dans 5 ou 6 ans, essayer de profiter du présent. Et justement pour lui, aujourd'hui les Grands Prix sont beaucoup plus beaux et il nous explique pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup plus de compétition. Il y a 20 ans, ils étaient 4 et c'est tout. Aujourd'hui, on est 20 à pouvoir gagner tous les dimanches. À mon avis, c'est quelque chose qui doit être valorisé et non discrédité en disant que le niveau n'est plus celui d'autrefois. Je pense que le niveau est nettement plus élevé aujourd'hui parce qu'à une époque, compte tenu de la manière dont la catégorie était faite, les 4 premiers avaient les meilleures motos et les autres des motos moins performantes. Et même en tant que pilote, on faisait quelque chose de moins à mon avis. Mais aujourd'hui, chacun de nous a conscience d'avoir une moto pour gagner et donc quand on est à la maison, chaque jour, on travaille pour gagner le dimanche suivant. Je trouve ça bien et je ne comprends pas pourquoi la Formule 1 est autant devant nous en ce moment. Alors que quand on regarde une course de F1, c'est très ennuyeux. Quand on regarde une de nos courses, que ce soit le samedi ou le dimanche, c'est riche en émotions. J'aimerais vraiment que l'on redevienne le meilleur des sports mécaniques au niveau mondial. Et j'espère que la Dorna et l'organisation vont pouvoir viser haut parce qu'à mon avis, il ne nous manque rien pour y arriver. Alors là, je vous avoue que ces dernières paroles me font plaisir. Et moi aussi, j'ai envie de militer. On veut le MotoGP plus haut en termes d'audience que la F1. Bon, et chacun ses petits combats. Chacun ses petits combats. Aujourd'hui, quand on voit tous les problèmes de notre société, et ben moi, mon souci à moi, c'est le MotoGP qui est en retard par rapport à la F1. Bon, je rigole un petit peu. Ça fait aussi du bien de plaisanter. Bien sûr que c'est pas un problème vraiment important, mais il faut quand même l'avouer, aujourd'hui, la F1 en termes d'audience, en termes de popularité, écrase, et c'est vraiment le terme, écrase le MotoGP, même si au cours de cette saison 2023, on a vu quand même un regain de forme, et ça fait plaisir, mais la F1 reste loin devant, et pourtant il faut quand même bien l'admettre, aujourd'hui le spectacle qu'on a donc
En F1, c'est pas non plus absolument exceptionnel. Je regarde moi personnellement les courses, hein. Et il y a des fois, le temps est un petit peu long. Alors après, il faut aussi admettre qu'en MotoGP, le temps des fois est aussi un petit peu long. À Assen, la course d'Assen, selon moi, bah, c'était pas la meilleure course de l'année. Hein, et j'étais pas en mode, waouh, c'est une course stratosphérique, j'adore ce que je vois. On est tous passionnés, donc moi, je serai toujours devant une course de MotoGP. J'aimerais toujours ce que je vois parce que je suis profondément passionné. Mais quand on parle des audiences d'un point de vue général, il faut aussi arriver à plaire au plus grand nombre et donc il faut plus. La F1, je suis pas sûr qu'elle plaît au plus grand nombre par rapport juste à ses résultats en course. Ça plaît aussi parce qu'il y a un show, il y a une histoire, il y a une communication, il y a des événements qui sont importants autour de cette catégorie. Et personnellement, pour moi, c'est ça qui manque au MotoGP. Il y a d'autres choses, et on en a déjà parlé, avoir plus de batailles en piste, hein, tout ce genre de trucs, on en a déjà énormément discuté. Mais c'est vrai que sur le papier, je vous donne mon avis personnel, je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on a en MotoGP est, sur le papier, meilleur que ce qu'on a en F1. Mais bon, il faut maintenant que l'audience en général, le grand public, arrive aussi à se rendre compte que le MotoGP, c'est aussi exceptionnel. Et là, le travail, il est tout simplement mis entre les mains de la Dorna, arriver à bien communiquer, arriver justement à trouver aussi des formats plus intéressants pour mettre plus en lumière cette catégorie. C'est ce qui se passe par exemple avec les courses sprint. Alors, il y a du positif, il y a du négatif. Mais en tout cas, moi, c'est ça que j'aime avec ce que je vois aujourd'hui par rapport à la Dorna, c'est qu'on essaie des choses. On n'est pas dans un petit fauteuil en mode bon, on laisse voir les choses, on laisse voir comment ça évolue. On essaie de changer les choses. Alors des fois c'est pas bien, des fois c'est mieux, des fois c'est beaucoup mieux. Mais au moins on bouge, on s'active et j'espère réellement qu'à l'avenir le MotoGP deviendra de plus en plus populaire et peut-être qu'il dépassera la F1. Allez, maintenant on va complètement changer de crèmerie avec ce troisième sujet. On va parler de Pedro Acosta. Vous le savez, il y a d'énormes rumeurs qui datent et qui datent. On commence de plus en plus à en parler. Pedro Acosta veut monter en MotoGP. Il l'a déclaré à la fin de la saison 2023. Pour la saison 2024, il veut arriver en MotoGP. Mais le souci, c'est qu'il veut venir en MotoGP chez KTM et que chez KTM, il n'y a plus de place. 2 pilotes normalement pour 2024 chez GasGas et 2 pilotes aussi dans le Team Usine pour 2024. Donc comment on fait? Et bah apparemment, on pourrait avoir quand même quelque chose d'assez surprenant. Vous allez voir les propos. Et bah tout simplement, aujourd'hui du team manager de KTM, Francesco Guidotti. Il a donc déclaré: Acosta restera un pilote KTM. Nous avions une option que nous pouvions appliquer. Et clairement, nous l'avons fait. Il sera en MotoGP. Mais dans quelle équipe il ira sera une surprise. Alors tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même très intriguant. Je trouve que la formulation est très intrigante. Dire que ce sera une surprise, je trouve ça étonnant, parce qu'on pourrait tout simplement dire, vous allez savoir la destination de Pedro Acosta en MotoGP dans les mois à venir ou quoi que ce soit, mais de dire que ce sera une surprise, que ça peut être donc quelque chose de surprenant, ça m'amène à penser que possiblement Pedro Acosta pourrait monter en MotoGP, techniquement pas totalement dans le giron KTM, ça veut dire ne pas se retrouver en 2024 chez GasGas ou dans le Team Usine, mais plutôt être entre guillemets prêté à un autre constructeur, à une autre équipe. Parce que oui, on entend parler de ça maintenant depuis pas mal de temps, on pourrait apparemment en MotoGP prêter des pilotes. Alors comment ça se passerait? C'est très simple, Pedro Acosta reste donc dans le giron KTM, il est signé comme pilote KTM entre guillemets, il monte en 2024 en MotoGP et KTM le prête par exemple à l'équipe Gresini. Il va donc ensuite chez Gresini faire 1 an ou 2 ans, il va rouler sur la Ducati et à la fin de son année ou de ses années de prêt entre guillemets, il reviendrait tout simplement chez KTM. Ça permettrait aujourd'hui à KTM de garder par exemple donc pour 2024 leurs 4 pilotes, attendre donc 2025, à la fin donc des contrats des pilotes GasGas et des pilotes usines. Pedro Acosta, lui qui a fait sa petite année de prêt chez Gresini, pourrait donc tout simplement revenir chez KTM et là on aura les portes ouvertes pour lui trouver une place. Avec cette idée, on a donc les deux parties qui sont contents. Pedro Acosta pourrait donc directement monter en MotoGP en 2024, même si c'est pas sur une KTM, mais il serait en MotoGP. Et surtout, KTM, avec cette idée-là, ça leur permettrait de garder la main mise sur leurs pilotes. Vous imaginez bien, par exemple, que si Pedro Acosta veut monter et que KTM ne lui propose pas d'option, il y a de grandes chances que Pedro Acosta quitte le giron KTM et qu'il signe pour Ducati ou pour un autre constructeur. Donc là, ça permet à KTM de garder, bien sûr, dans leur giron le pilote espagnol, et ça permettra aussi du coup à Acosta d'être en GP, tout le monde est heureux, tout le monde est content,
le meilleur des deux mondes. Donc ouais, dans l'ensemble, on a des réponses, mais je vous avoue qu'on a aussi pas mal de questions. Vous vous faites votre avis. Et on arrive donc maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo. Je pense qu'on a eu pas mal le sourire avec l'analyse de Paolo Cebatti sur la situation de Ducati, vu qu'elle est extrêmement positive. J'ai été aussi moi assez heureux de voir les propos de Marini. On peut être aussi content pour Pedro Acosta ou ce qu'il se passe en général pour KTM. Maintenant, on va parler de Yamaha et tout de suite, on va rentrer dans un sujet un petit peu plus noir avec donc les propos d'un Fabio Quartararo qui semble vraiment aujourd'hui marqué par ce début de saison et marqué tout simplement par sa situation chez Yamaha. Vous avez l'habitude, on se lit ses déclarations et après on revient là-dessus. Fabio a donc déclaré: cela fait beaucoup d'années que nous attendons quelque chose de grand, un grand changement. Alors j'espère qu'ils pourront vraiment nous fournir une très bonne moto pour l'année prochaine. Mais c'est difficile aussi d'être confiant quand on se bat pour ses positions. Ils travaillent dur, mais nous n'avons trouvé aucune amélioration. Alors j'espère qu'ils ont trouvé la bonne chose pour faire un pas pour la fin de cette année et pour l'année prochaine. Je dois essayer de rester calme, essayer de comprendre ce que nous pouvons améliorer, mais nous sommes déjà presque à la moitié de la saison et nous ne trouvons encore rien. Et pour commencer, j'avais envie tout de suite de faire un lien avec des propos de Franco Morbidelli qui a fait aussi une grosse interview où il parle pas mal et lui aussi il espère retrouver pas mal de changements pour la deuxième partie de saison et il a tout simplement avoué que pour l'instant il ne savait rien et que Yamaha n'avait pas du tout communiqué sur de possibles nouveautés, de possibles changements pour le début donc de cette deuxième partie de saison. Donc j'ai envie de dire que ce soit pour Fabio mais aussi donc pour Franco Morbidelli, j'ai l'impression que 2023 sera tout simplement une saison aujourd'hui à mettre à la poubelle. Je dois bien vous admettre que je suis extrêmement déçu de voir ce qu'aujourd'hui fait malheureusement Yamaha en MotoGP, ce que fait aussi Honda bien sûr, parce qu'aujourd'hui les deux constructeurs japonais dans l'ensemble sont en très grande difficulté, mais je suis très triste aussi pour Yamaha parce qu'en 2021 ça a été l'un des plus beaux moments que j'ai pu vivre en MotoGP, voir un pilote français exploser, briller, voir les larmes de bonheur d'un pilote français, de Fabio Quartararo, après toutes les étapes qui ont été compliquées qu'il a dû franchir en Moto 3, en Moto 2. Alors bien sûr qu'ensuite on mettait des doutes sur ses possibles performances sur cette Yamaha et de jour en jour, de semaine en semaine, de saison en saison, il nous a impressionnés jusqu'au Graal, jusqu'à ce titre de champion du monde. Et moi, après la fin de saison 2021, même si la deuxième partie de saison était beaucoup plus difficile, je me suis dit, là on a un futur pilote qui va tout gagner, un futur pilote qui va pouvoir enchaîner des titres de champion du monde, qui va pouvoir briller. Et ouais, je trouvais ça tellement magnifique, tellement idyllique. Alors c'est comme d'habitude, je veux pas que la Yamaha soit 40 secondes devant tout le monde et que Fabio gagne toutes les courses. On veut du spectacle, bien sûr, en MotoGP, bien évidemment. Mais j'imaginais voir, en tout cas pour toutes les prochaines saisons, un Fabio réellement capable à chaque course de se battre pour le podium, de se battre pour la victoire et dans l'ensemble de se battre pour le titre de champion du monde. Et aujourd'hui, on est entre guillemets 2 ans plus tard, on est en 2023 et on voit ce qui se passe aujourd'hui entre Yamaha et Fabio Quartararo. Et je peux pas m'empêcher de me dire, mais comment on est tombé aussi bas? Que ce soit pour Yamaha, mais que ce soit aussi dans l'ensemble pour Fabio. On est passé des sourires, des larmes de bonheur, de la joie, des résultats exceptionnels, des victoires qui s'enchaînaient, à aujourd'hui des résultats presque catastrophiques. On arrive encore à sauver un petit peu les meubles. On a fait quand même ce podium lors de la course sprint à Assen. On voit aussi du coup une moto qui est un peu entre mi-figue et mi-raisin. On a un rythme de course qui n'est pas non plus mauvais. On a même, j'ai envie de dire, un rythme de course correct, mais en qualification, on a d'énormes problèmes. Et puis sur certains circuits, ça va un peu mieux. Puis sur d'autres, c'est encore bien plus compliqué. Ça m'affecte. Moi, ça m'affecte. Et quand je vois aujourd'hui Fabio Quartararo, comment il explique sa situation, il est marqué. Certaines personnes diront, oui, il fait que se plaindre. Et je peux l'entendre, encore une fois, on se rappelle des propos de Jack Miller, je peux entendre qu'on soit énervé de voir ses pilotes se plaindre, mais rendez-vous compte aussi un petit peu aujourd'hui de la situation de Fabio. Bien sûr qu'il fait un métier exceptionnel, bien sûr que ça doit être génial d'être pilote moto, mais il est quand même là pour gagner. Sa passion, c'est quand même gagner. Il a touché le Graal. Et aujourd'hui, le Graal, il est tellement loin, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Et moi, je pense que ça doit tellement bouffer à l'intérieur les pilotes d'avoir l'impression que au-dessus, l'usine, le constructeur ne semble pas trouver les moyens de changer quelque chose. C'est ça qui est le plus dur. C'est quand tu es dans une mauvaise passe mais que tu dis oui mais au-dessus de moi j'ai une usine qui trouve, qui apporte des changements, qui est en train d'améliorer la situation. Tu as toujours de l'espoir. Moi, je vous avoue qu'en tout cas pour cette saison 2023, j'ai l'impression que Fabio Quartararo a tout simplement perdu espoir. Et comment on voit de comment les choses aujourd'hui évoluent, je vous avoue que l'espoir va aussi être difficile pour la saison 2024. Parce que il y a une question de confiance. À la fin de la saison 2021, Fabio attendait une grande moto 2022. Yamaha, bien sûr, a voulu pondre une moto performante.
Et bon, bah, la confiance a été déjà un petit peu héritée parce que la moto 2022 n'était pas aussi performante qu'on voulait, qu'on le voulait bien sûr dans le clan Quartararo. Ensuite, on a donc re-signé ce contrat, et on a voulu faire confiance en Yamaha quand Yamaha disait non, on va amener une bonne moto, on va changer la donne, des meilleurs moteurs, ça va aller mieux. Fabio re-signe donc 2 ans et on se retrouve aujourd'hui avec une saison 2023 qui est vraiment extrêmement noire, extrêmement compliquée, que ce soit pour Fabio, mais aussi dans l'ensemble, techniquement pour Yamaha. C'est une saison où Yamaha n'est pas du tout à son niveau. Donc la confiance quand même là aussi envers le constructeur japonais doit être clairement compliquée aujourd'hui pour Fabio, et c'est pour ça qu'on en avait parlé assez récemment. Je pense que pour l'avenir, pour la fin de saison 2024, pour donc la saison 2025, imaginer un Fabio Quartararo qui quitte Yamaha, pour moi c'est pas réellement impossible, et je pense qu'il y a des chances que ça se concrétise pour un transfert chez Aprilia. Alors aujourd'hui il n'y a rien de sûr, peut-être que ce sera chez KTM, peut-être qu'il re-signera encore chez Yamaha, peut-être que la moto 2024 de la Yamaha sera exceptionnelle, on aura les moteurs faits par les équipes de Marmorini qui seront ultra performants, mais croisons les doigts, je l'espère. Mais à l'image de Fabio, moi la confiance que j'ai aujourd'hui en Yamaha, elle a diminué, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai pas mal blablaté. C'est la pause intersaison, on est tranquille, on se fait des petits sujets. J'espère bien sûr que ça vous a plu, c'est toujours le principal. Moi, j'ai passé un très bon moment en vous tournant cette vidéo. Donc voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.